Alors je suis Jean-Philippe Uzan, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris et là aujourd'hui nous nous trouvons dans mon bureau et je suis spécialiste de la théorie de la gravitation et de cosmologie. Donc la cosmologie, c'est la science qui s'intéresse à modéliser l'univers, donc un peu connue par les gens qui sont un peu geeks comme de la théorie du Big Bang, Big Bang Theory. Donc ça c'est devenu très très médiatique comme théorie et c'est une théorie assez moderne qui a moins d'un siècle et qui vise à comprendre l'histoire, la géographie de notre univers. Ah, alors ça c'est une longue histoire, parce que c'était pas quelque chose dont j'étais passionné quand j'étais enfant. Moi j'ai grandi dans les années 70, donc il faut se remettre dans l'époque. Il n'y avait pas Internet. À la télé, il y avait 3 chaînes, il n'y avait pas de programme scientifique. Et dans les bibliothèques, vous trouviez très peu de livres de vulgarisation. Donc on n'était pas exposé à ça en permanence, comme c'est le cas des jeunes aujourd'hui. Même en termes de films de science-fiction, c'était beaucoup moins réaliste. On n'avait pas toute cette iconographie de galaxies, d'étoiles, de supernovas, de trous noirs. On n'était pas baigné là-dedans. On était plutôt baigné dans la conquête spatiale, hein, parce que voilà, aujourd'hui, ce sont les 50 ans de l'homme sur la Lune. Donc on a vécu ça, c'était notre enfance, donc on rêvait d'être cosmonaute, d'aller sur la Lune, d'aller dans l'espace. Il y avait les grands programmes spatiaux qui se déclenchaient. Et après, ça a été une suite de hasards et de rencontres. Moi, je suis simplement allé à l'école. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir, grâce à l'école, de faire des études qui se sont poursuivies jusqu'en classe préparatoire, faire une grande école. Et puis après, je me suis rendu compte que je préférais une activité de recherche plutôt qu'à une activité plus d'ingénieur, parce que j'avais besoin de cette liberté de penser. Je me posais beaucoup de questions et là il y a eu un certain nombre de rencontres avec des professeurs, et puis ensuite quand je suis allé en DEA, ce qui est l'équivalent d'un master 2 aujourd'hui, donc la 5e année d'université, de faire des rencontres qui m'ont orienté vers une thèse et vers ces sujets. Donc c'est venu en fait par un ensemble de petites rencontres, et en fait rétrospectivement je pense que si j'avais rencontré d'autres gens, peut-être que je ferais autre chose aujourd'hui, parce que quand j'étais adolescent, c'était pas simplement l'astrophysique qui m'intéressait, c'était déjà connaître en général, ça pouvait être l'histoire, ça pouvait être la biologie, donc c'était apprendre, comprendre, apprendre, et puis après je me suis orienté vers la science parce que j'avais des facilités en mathématiques, on va dire, donc il faut toujours aller aussi du côté où on a des facilités, et puis des rencontres. Pour l'univers, il y a une grande différence par rapport à beaucoup d'autres objets physiques. Si je veux savoir votre âge, en gros, il suffit que je regarde sur votre acte de naissance, parce qu'on va savoir quel jour vous êtes né. Si je veux savoir l'âge d'un objet, je peux éventuellement le mesurer ou essayer de le déterminer par des observations. Le problème avec l'univers, c'est que nous sommes à l'intérieur de l'univers. Ça, c'est la première chose. Et nous n'avons pas accès à tout l'univers. Donc ce que va faire le cosmologiste, c'est qu'il va essayer de récolter le plus d'informations possible. Il est ici sur Terre aujourd'hui, et donc il collecte la lumière qui nous parvient des étoiles, des galaxies. Comme la lumière se déplace à une vitesse finie, il va pouvoir avoir des observations qui remontent le plus loin dans le passé, et donc qui se rapprochent en fait je vais pas dire de l'origine de l'univers, mais des temps les plus primordiaux. C'est un peu comme un paléontologue ou un géologue qui creuse la Terre pour avoir des informations et reconstruire l'histoire de notre univers. Donc on a quelques mesures, mais ensuite, comme on ne peut pas observer l'origine de l'univers, ce que l'on fait, c'est qu'on construit un modèle mathématique qui représente l'évolution de notre univers, que l'on va calibrer sur des observations, et ensuite on va l'extrapoler le plus possible dans le passé. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on fait cette extrapolation, on arrive à la conclusion qu'à un moment, la notion d'espace et de temps ne font plus sens. C'est ce qu'on appelle la singularité initiale, c'est aussi ce qu'on appelle le Big Bang. Mais ça, c'est une conclusion du modèle qu'on extrapole. Et l'âge, quand on dit que l'univers a entre 13,7 et 13,8 milliards d'années, c'est en fait l'âge calculé dans ce modèle, étant donné les observations pour calibrer ce modèle. Ça ne veut pas dire que c'est l'origine de l'univers, parce que probablement la théorie qu'on utilise à ce moment-là n'est plus valide au proche de la singularité. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose... C'est une très bonne estimation de l'âge de notre univers, mais on ne peut pas dire que l'univers a commencé à ce moment-là. En fait, on peut simplement dire que ce Big Bang, c'est plutôt la limite de notre compréhension de l'univers. Alors l'univers, alors c'est une question qu'il faudrait voir ce que vous avez en tête. Donc l'univers, ce que l'on sait déjà, c'est que l'espace a 3 dimensions et le temps a une dimension. Donc on vit dans un espace-temps à 4 dimensions.
Et aux échelles cosmologiques, ce que l'on sait, c'est que l'espace se dilate. On ne sait pas s'il est fini ou infini. Donc ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'univers est plus grand que la taille de l'univers que l'on peut observer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir toutes les galaxies de l'univers parce que comme la vitesse de la lumière est finie, on ne peut pas voir les objets qui sont trop loin parce que leur lumière mettrait plus que l'âge de l'univers pour nous parvenir. Donc on ne les voit pas. On voit que les galaxies qui sont suffisamment proches. On sait que l'univers est plus grand que cette zone-là. Et après, d'un point de vue théorique, on pense que l'univers est infini, mais ça c'est un argument théorique. On n'a pas la preuve observationnelle ou expérimentale que l'univers est infini. Donc on sait que l'univers est très très grand, et est-ce qu'il est infini? Ça c'est une question qui reste encore ouverte. Pendant une quinzaine d'années, on a cherché des traces pour savoir si l'univers était fini ou pas, et ça nous a permis de mettre des contraintes sur la taille de l'univers, dire qu'il est plus grand qu'une certaine taille, plus grand qu'une certaine taille, et aujourd'hui on sait qu'il est plus grand que la taille maximale de ce que l'on peut observer. Donc après, on peut faire plein de représentations, on en voit dans les livres de vulgarisation, on essaye des fois de soustraire une dimension. Alors souvent on voit une représentation, alors c'est pas une représentation de l'univers, mais une sorte d'ovale avec des petits points de couleur. Alors ça c'est pas l'univers, c'est la voûte céleste quand l'univers avait environ 370 000 ans. Parce qu'à ce moment-là, il se passe un phénomène qui est l'univers devient transparent et en fait on peut remonter dans la mesure avec les ondes, avec la lumière, jusqu'à ce moment-là. Et donc, quand je regarde une position dans le ciel, j'ai besoin de deux chiffres, de deux nombres, voilà, dans cette direction par exemple et dans cette direction. Et donc j'ai un objet à deux dimensions et je peux le représenter comme l'intérieur d'une ellipse. Mais c'est une représentation mathématique de la sphère qui est autour de nous, que l'on peut mettre sur une feuille de papier. Donc c'est bien pour un article, pour un livre ou pour un journal, mais c'est pas ça la forme de l'univers. Donc ça c'est une représentation mathématique d'une certaine observation. Alors Sanctuaris, c'est un projet un petit peu fou que j'ai eu la chance de pouvoir mener avec quelques collègues et amis, et qui a commencé il y a environ 4-5 ans, et avec cette idée d'aller déposer un objet sur la Lune ou l'envoyer dans l'espace. On était un petit peu... On connaissait ce qu'avait fait Carl Sagan avec Voyager, le Golden Record, et puis ces idées d'envoyer des messages aux extraterrestres. C'était une bonne idée de fiction, d'une certaine façon, de pouvoir s'adresser à un extraterrestre, parce que ça utilise un regard décalé pour parler de l'humanité. Et de fil en aiguille, on a eu l'opportunité de pouvoir avoir quelques centaines de grammes sur un module lunaire qui est développé par les Part-Time Scientists, qui sont un groupe de scientifiques allemands, et qui devrait être envoyé probablement à la fin de cette année, début de l'année prochaine, par un lanceur SpaceX. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu se dire, voilà, comment on fait? Parce que voilà, on part souvent, et c'est ça un petit peu la recherche aussi, ou ce genre de projet, on part avec des idées un petit peu folles, et puis il y a un moment, elle se concrétise, et donc là il faut vraiment faire quelque chose. Et l'idée, ça a été, on a trouvé une technologie où on peut utiliser des disques qui ont la taille de 9 cm, donc à peu près cette taille-là, qui sont des disques de saphir que l'on peut graver avec un laser, avec des pixels de 1,3 micron. Alors c'est extrêmement petit, il faut se rendre compte que sur un disque de 9 cm, ça fait environ 3 milliards de pixels. Donc c'est énorme. Pour se faire une idée, imaginez que vous preniez des pixels qui soient des petits carreaux de 1 cm sur 1 cm, comme faire une mosaïque par exemple, comme les Grecs ou les Romains le faisaient. Et bien dans ce cas-là, votre mosaïque, elle aurait la taille d'un stade de foot à peu près. Donc vous voyez très bien ce qui va se passer, c'est que vous avez une mosaïque faite avec des petits carreaux d'1 centimètre qui fait la taille d'un stade de foot. Si vous êtes juste sur le stade, vous allez voir ce qu'il y a autour de vous, vous allez voir des dessins. Imaginez que vous ayez un drone, vous montez, plus vous allez monter, plus vous allez voir des choses globales. Donc en fait, vous allez pouvoir avoir des représentations à différentes échelles. Et on a utilisé ce système-là pour pouvoir mettre de l'information sur un certain nombre de choses. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est que on a voulu parler de ce que l'on savait, nous, dans l'univers, dans l'humanité. On n'a pas voulu essayer de faire une encyclopédie, parce que c'était impossible, on n'avait pas beaucoup de temps, on avait un espace aussi qui était limité, donc on a voulu penser ça plus comme une sorte d'œuvre d'art, dans lequel on mettrait des connaissances à la fois scientifiques, culturelles, sur les différentes civilisations qui existent sur Terre, sur l'histoire, sur les langues, en fait, plein de choses qui parlent de nous, en essayant de montrer les choses qui sont assez universelles, comme les lois de la physique, la chimie, la biologie,
des questions qui se posent aujourd'hui, le réchauffement climatique, la pollution des sols, la pollution de l'eau, l'augmentation des océans, et ainsi de suite. L'humanité, en parlant de, voilà, des langues, des 7000 langues qui sont parlées sur Terre, des différentes formes d'écriture. Et on a utilisé pour ça des voies assez détournées. Par exemple, on a mis la Déclaration universelle des droits de l'homme en 16 langues. Et puis, on a aussi voulu mettre des choses inutiles, des jeux, de la pop culture, voilà, plein de choses. Donc, c'est quelque part, c'est une vision de l'humanité donnée par un groupe de gens, voilà, qui a juste eu la chance de pouvoir faire ce projet et qui ne représente pas l'humanité. Alors, pour la diversité un peu de notre humanité, ce qu'on a décidé de faire, on a eu un appel collaboratif et les gens pouvaient nous envoyer par Internet des photos d'eux, soit seuls, soit avec leurs amis, soit avec leur famille, avec leurs enfants. Et comme ça, on a récolté plusieurs milliers de photos de gens du monde entier. Et donc là, voilà, on voit la diversité des gens. On voit qu'ils sont tous à peu près pareils. Ils ont tous des yeux, un nez, une bouche, des oreilles. Mais ils sont tous différents. Ils ont tous des sourires différents. Ils viennent de différents continents. Il y a des jeunes, il y a des vieux, et ainsi de suite. Et c'est des hommes, des femmes. Et ça permet, sans avoir besoin de faire un long discours, de montrer la diversité humaine, mais aussi qu'on a des choses qui sont en commun. Déjà, je pense que à force de réfléchir à ces questions-là, on développe une certaine tendresse par rapport à la nature. Parce que on a tous regardé le ciel un jour ou l'autre, on voit des petits points, des étoiles, et puis bon, c'est vrai, on s'étonne, mais des fois on ne les regarde pas avec assez de soin, on ne prend pas suffisamment de temps. Alors les gens qui sont astronomes amateurs vont passer des nuits à faire ça, et puis on se rend compte quand on fait de la recherche que toutes les petites choses de la nature sont importantes. Et on apprend à s'étonner en fait de choses inattendues. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'ai appris, c'est prendre le temps de regarder. C'est aussi de se dire qu'à chaque fois que l'on croyait avoir compris, en fait, on y réfléchit un peu plus et on se rend compte qu'on n'a rien compris du tout. Ça, c'est la partie frustrante de ce métier, c'est-à-dire que notre savoir, c'est pas quelque chose qui va nous donner du confort ou nous donner du pouvoir, c'est plutôt quelque chose qui nous met dans l'inconfort parce que ça nous amène toujours à de nouvelles questions. On se dit et pourquoi cette chose-là et sur quoi ça repose. En fait, donc on est toujours comme si on avait construit des choses sur du sable mouvant et on se rend compte qu'on connaît plein de choses, on fait plein de choses, mais quand on y réfléchit très profondément, il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas. Donc ça, c'est cette démarche de recherche. Après, il y a ce métier qui est assez extraordinaire. Et ça, j'engage vraiment les jeunes à essayer d'aller vers ces métiers parce que c'est un métier où on travaille avec des gens du monde entier. J'ai des collaborateurs au Japon, en Amérique du Sud, en Afrique, de tous les âges parce que je travaille avec des gens qui maintenant ont 80 ans, que j'ai rencontrés quand j'étais jeune, qui m'ont encadré, qui m'ont mis sur des voies de recherche, donc qui m'ont donné des choses, avec qui je continue de travailler. J'ai eu des étudiants, donc je travaille aussi avec des gens qui ont 25 ans, qui font leur thèse avec moi, ou d'anciens étudiants qui ont 35-40 ans. Et à chaque fois, on développe des relations d'amitié avec des gens de toutes les générations, des gens de plein de pays du monde. Donc, quelque part, on découvre aussi le monde d'une certaine façon. Et ça regroupe voilà, de communautés, et les gens sont intéressants parce que ils s'intéressent à la même question et puis parce que par leur réflexion, ils vont vous donner quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour avancer dans votre réflexion. Et ça, j'ai appris ça, c'est-à-dire que quand on va à l'école, bien sûr, on nous enseigne des choses, on passe des examens, on a des professeurs extraordinaires qui nous donnent de la connaissance. Souvent, après, on l'utilise pour avoir un métier, pour gagner sa vie. Et en fait, dans la recherche, bien sûr, on va utiliser ça pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin que des personnes qui sont en général plus géniales que nous, hein, tous ces grands chercheurs que l'on connaît. Mais que la chose importante, c'est aussi ce qu'on va être capable de redonner aux générations qui viennent après nous. Donc ça va être par l'enseignement, ça va être par des gens qui viennent et à qui on va prendre le temps de leur dire, ben voilà, allez plutôt sur cette voie de recherche, parce que finalement, si on ne fait pas ça, ça va s'arrêter après nous, et c'est pas le but. Le but, c'est comme un relais qui se passe de génération en génération, et chacun amène sa petite goutte d'eau dans ce côté très communautaire, qui dépasse les frontières, qui dépasse les générations, qui dépasse les croyances. Je trouve que c'est un univers assez extraordinaire. Donc pour des gens qui sont ouverts sur les autres, je crois que c'est vraiment un lieu où on peut s'épanouir. Quand j'étais jeune et que j'étais étudiant et qu'on commence à découvrir la mécanique quantique, la relativité générale, en fait, on se rend compte qu'on avait plein d'intuitions sur le monde qui nous venaient de notre sens commun, qui nous venaient de ce qu'on avait appris au lycée, et que, en fait,
il faut aller plus loin, que ça peut pas, le monde ne peut pas être comme ça. Et quand on commence à découvrir à quoi ressemble le monde de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, quand on commence à comprendre qu'il est régi par des lois pour lesquelles nous n'avons aucune intuition, quelque part, on sent un certain vertige. Et ça, je crois que c'est... Donc, il faut s'habituer à ça, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est-à-dire que parfois, on tombe sur certains textes, et puis c'est souvent les grands penseurs, je pensais des textes d'Einstein ou de Richard Feynman, et on lit ces textes et on dit non, mais on réalise qu'on n'avait rien compris. On réalise qu'on n'avait rien compris et on se dit non mais ces gens-là ils sont juste trop forts, trop visionnaires, et on est à la fois super enthousiaste et puis des fois on se sent complètement vide parce qu'on se dit mais c'est juste pas possible, j'avais rien compris jusqu'à là, et ça ça arrive de temps en temps, ou parfois quand soi-même on comprend quelque chose qui peut être quelque chose même parfois assez insignifiant, et il y a un moment on a un flash, on se dit ah mais c'était ça, et en fait ça devient simple, et c'est bizarre, je ne sais pas comment l'expliquer, mais des fois des problèmes sur lesquels on a séché pendant des mois voire des années, qu'on a laissé tomber, sur lesquels on revient régulièrement, et il y a un moment, sans savoir pourquoi, ça se débloque, et là on se dit ah mais c'était comme ça marche comme ça. Donc vous imaginez, c'est comme si vous aviez un objet, vous savez pas, que vous l'allez tourner dans tous les sens, et il y a un moment vous trouvez la clé, et puis là tout devient évident, et là vous êtes juste heureux, ouais, heureux d'avoir compris ça. Il y en a beaucoup. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui nous donnent des choses. Ça commence déjà par tous les instituteurs et les professeurs qu'on a eus. Alors comme tout le monde, on a eu des professeurs plus ou moins bons, il y en a qu'on n'a pas supporté, mais il y en a quelques-uns qui ont pu nous inspirer. Et moi j'ai eu la chance d'avoir quelques professeurs très très inspirants. Par exemple, j'ai eu un professeur de maths que j'ai eu pendant toutes mes années de collège, qui était un excellent prof de maths, mais qui avait aussi un très bon contact avec les étudiants. Et en particulier, j'étais dans un collège où on jouait aux échecs, on avait un club d'échecs, et il venait jouer aux échecs avec les élèves. Et moi j'ai joué aux échecs avec lui, je l'ai même battu aux échecs, et en fait ça change la relation prof-élève, et ça simplifie les choses, parce que voilà, il était aussi un être humain, c'est-à-dire c'était notre enseignant pour les mathématiques, mais s'il venait jouer aux échecs, ben, parfois on pouvait le battre nous aussi, et ça veut dire que vous êtes capable de dépasser quelqu'un qui vous enseigne, et ça aussi c'est quelque chose qu'on apprend quand on fait de la recherche. Je peux avoir compris quelque chose de plus, mais en général, quand je commence à discuter avec quelqu'un d'autre, je sais que je vais aussi apprendre des choses. Si je vous enseigne, parce que je dois vous expliquer, j'apprends aussi moi des choses. Et ça, cette relation, elle est hyper importante. C'est pas à une direction du prof vers l'élève, c'est toujours des allers-retours, et en fait, enseigner nous apprend aussi. Donc ça, il y a eu ce professeur, Monsieur Khalifa, je me rappelle bien de lui, il était très, très sympathique. Il y a eu ma directrice de thèse qui s'appelle Nathalie Deruel, qui m'a énormément apporté, parce que quand on commence une thèse, on ne sait pas sur quoi on va travailler, donc c'est la personne qui vous fait passer du stade d'étudiant au stade de chercheur. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, parce que on ne peut pas expliquer comment on fait de la recherche. À un moment, il faut que vous arriviez à vous poser des questions. Et donc, quand on a des étudiants, il faut les mettre sur des voies de recherche, il faut les encadrer, mais on ne peut pas leur donner des exercices comme on ferait, parce que résoudre des exercices, c'est pas ça le métier de chercheur. Le métier de chercheur, c'est arriver à formuler des questions et savoir comment on va attaquer ces questions-là. Et elle m'a énormément bien encadré en me laissant me perdre presque pendant les 6 premiers mois de ma thèse pour définir moi-même mon propre sujet. C'est là où j'ai senti que je passais d'étudiant, il y a une sorte de métamorphose, à chercheur. Donc ça a été quelqu'un de très important. Il y a aussi un chercheur sud-africain qui a maintenant 80 ans, qui s'appelle George Ellis, qui est un des collaborateurs de Stephen Hawking dans les années 70. On s'est rencontrés il y a presque 20 ans, et donc il a l'âge de mon père à peu près, et on est tombé en amitié. Et c'est quelqu'un qui avait une pensée très très profonde sur la cosmologie. Et on a commencé un dialogue il y a 20 ans qui ne s'arrête pas jusqu'aujourd'hui. Donc on se rencontre régulièrement et on débat. Et ce qui est agréable aussi avec des gens qui ont un certain âge, c'est qu'ils ont le recul sur l'histoire de ce qui s'est passé. Et là, qui ne vont pas être simplement dans la recherche d'être le premier à faire un article pour avoir une reconnaissance. C'est des gens qui ont déjà la reconnaissance et qui ont un tel recul par rapport à leur sujet qu'on est vraiment dans de la réflexion pure, sans enjeu de dire il faut absolument qu'on publie un article parce que sinon on va nous piquer l'idée. Et ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup appris, parce que ces personnes-là, en fait,
sont d'une grande générosité dans leur façon d'être à la recherche et aux autres chercheurs. Et c'est un exemple. C'est-à-dire que moi, c'est une chose que j'ai appris. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on est jeune, c'est important, on veut être le premier à publier, on veut se faire reconnaître parce que vous voulez avoir un job. Hein, il y a des comités de sélection, il y a des gens qui vous évaluent. Mais qu'en fait, c'est un système qui est pas dans l'esprit de ce qu'est la recherche. Parce que la recherche, c'est avant tout un échange. On n'y va pas tout seul, on y va à plusieurs. Et sans les autres autour, sans les collègues qui posent des questions, sans les étudiants qui nous posent aussi des questions, en fait, on n'avance pas. On ne peut pas avancer tout seul. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'évoluer dans une communauté qui est une belle communauté. Moi, j'ai la chance d'être ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. C'est un superbe institut. Il y a 60 chercheurs sur tous les domaines de l'astrophysique, des exoplanètes, les galaxies et l'univers. Ce qui veut dire que quand on va dans les séminaires, on entend parler de tous les sujets, on peut poser des questions, et donc on est tout le temps en train d'apprendre. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit quand on veut faire ce métier-là, c'est d'être tourné vers l'extérieur, d'avoir cette générosité, et d'être toujours capable de se laisser surprendre par des questions qui peuvent sembler naïves de quelques-uns de nos collègues. Parce que des fois, si moi je pose des questions sur les exoplanètes, je ne suis pas spécialiste de ça, donc je me dis tiens, c'est bizarre. Et souvent, le collègue qui est spécialiste de ça, lui, il est peut-être trop le nez dans le guidon, des fois, il n'a plus le recul. Et souvent, ce genre de questions, elles sont très utiles pour nous, parce qu'il y avait des choses qu'on prenait pour acquis, et on réalise qu'en fait, ah non, ça coule pas de source, c'est pas si évident que ça. Donc toutes ces discussions-là que j'ai au cours de l'année avec mes collègues de l'Institut, c'est quelque chose qui est très riche. Donc sans un institut de cette qualité-là, avec tous les visiteurs qui viennent du monde entier au cours de l'année, je pense que ça ne m'aurait pas permis d'aller aussi loin dans ma recherche. Merci beaucoup pour votre intérêt, puis j'espère que voilà, s'il y a des jeunes qui regardent ça, et des moins jeunes aussi, mais surtout les jeunes, j'espère que ça va les engager à aller faire de la recherche. C'est quelque chose à la fois d'extrêmement stimulant, enthousiasmant, mais aussi difficile bien sûr, parce qu'on passe beaucoup de temps à se perdre. Et puis bien sûr, il y a la conjoncture actuelle, on sait qu'en ce moment il y a un petit peu moins de postes dans la recherche et dans le monde académique, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer quand même d'y aller, parce que la chose aussi importante, là on parle d'astrophysique, mais il y a beaucoup de défis pour ce monde du 21e siècle, et sans la recherche, on n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment aller faire de la recherche, et la faire de la façon la plus généreuse et collaborative, parce que le but n'est pas de devenir soi-même célèbre, le but c'est déjà de prendre du plaisir en comprenant, et puis d'échanger et de nous amener tous, toute l'humanité, dans un état meilleur, et peut-être résoudre un certain nombre des grands problèmes qu'on a actuellement. Donc voilà, donc si ça peut contribuer un tout petit peu à ça, je serais content.